Bonjour Thierry Repentin. Bonjour. La crise du logement est toujours aussi critique. Le nombre de demandeurs de logement social atteint aujourd'hui les 3 millions. En quelques mots, quelles sont les causes profondes de cette crise? Les causes, il faut les rechercher il y a plusieurs années, lorsqu'on a revu à la baisse les APL. Très clairement, ça a conduit à une attrition de la trésorerie des organismes HLM qui ne peuvent plus construire suffisamment. C'est le recul aussi de l'État sur les subventions qui étaient apportées au monde HLM qui n'existent plus aujourd'hui puisque l'État n'abonde plus le Fonds national des aides à la pierre. Et c'est aussi un certain nombre de dispositions qui n'ont pas su arrêter les prix qui s'enflamment sur les terrains notamment. L'AMF avait d'ailleurs à l'époque dit que c'était une bombe à retardement. La bombe à retardement a explosé aujourd'hui. Oui, l'AMF avait raison. On est sur des politiques structurelles à moyen et long terme. Lorsque vous prenez une décision en matière de logement, vous voyez ses effets 4 ou 5 ans après. Les dispositions dont je vous parle datent de 2017, notamment sur les APL, sur la RLS, cette ponction qui est faite sur les organismes HLM à hauteur de 1,3 milliard d'euros par an. Immanquablement, vous avez moins de moyens pour construire du logement social en France. Alors justement, pendant le débat budgétaire actuel, là, en commission et en séance, il y a deux mesures qui ont été adoptées par les députés. D'une part, de réduire la ponction, ce fameux RLS, qui a été réduit de moitié de 600 millions, je crois. Et une autre mesure, la création d'un statut fiscal plus avantageux pour les bailleurs privés. Est-ce que vous pensez que ces deux mesures sont susceptibles de répondre à la problématique de la construction? Ces deux mesures vont dans le bon sens, elles ne résoudront pas la crise du logement, puisque vous avez indiqué que c'est une ponction, en quelque sorte, qui est diminuée de 50% sur les organismes HLM. Donc, on est moins ponctionné, c'est mieux, et il serait mieux de revenir au statut antérieur où il n'y avait pas de ponction complète. Et par ailleurs, sur le statut du bailleur, oui, il y a une incitation à ce qu'un certain nombre de propriétaires investissent pour avoir des logements dans le locatif, pas forcément le locatif social d'ailleurs, hein. C'est un locatif plutôt intermédiaire, ça va dans le bon sens, ça ne résoudra pas la crise du logement. Il faut un retour de l'État autour de table avec les opérateurs. Il n'y est pas aujourd'hui, il n'y a plus d'incitation fiscale réelle, le logement social a été abandonné à lui-même, et puis vous avez un certain nombre d'injonctions contradictoires, notamment avec à la fois l'application du ZAN et en même temps vous dit qu'il faut construire plus. Le ZAN conduit immanquablement à l'augmentation des prix du foncier, donc il faut des mesures correctives, elles ne sont pas prises. Le Premier ministre a dit qu'il voulait lancer, vous l'avez entendu, un nouvel acte de décentralisation. Est-ce que dans ce cadre-là, vous estimez que les communes ou les intercommunalités devraient récupérer une grande compétence logement? Je suis très inquiet par cette annonce, pour rien vous cacher. Car quand on parle de décentralisation aux oreilles des élus, ça sonne très positivement. On imagine une capacité à pouvoir faire que les outils soient adaptés à votre territoire, que vous soyez maître à bord d'une politique. Sauf que la politique du logement a toujours été une politique avec un cadre national, des règles nationales, des financements nationaux, des exonérations de TVA à taux réduit, bref, un certain nombre de dispositions qui sont prises par le gouvernement, par le Parlement. S'il y a une décentralisation de tout cela chez les maires ou dans le bloc intercommunal, quels seront les moyens qui accompagneront cette décentralisation? On n'en parle pas. Je ne voudrais pas que le mot de décentralisation soit synonyme d'abandon et que les maires se retrouvent finalement tout seuls, sans l'État qui, sur certaines dispositions, était encore à leur côté, mais qui n'y serait plus. Donc, une compétence logement sans moyens, ce serait forcément Un aller dans le échec. mur. Ce serait un échec, une compétence décentralisée sans les moyens. Je pense qu'il y a aujourd'hui des boîtes à outils qui existent, qui ont été créées par des gouvernements antérieurs. Il faut simplement donner la possibilité de les adapter au territoire. La taxe d'aménagement peut-elle être différente dès lors que vous êtes sur des anciennes friches industrielles qu'il faut dépolluer, déconstruire, refaire les réseaux, parce que ça coûte plus cher que l'extension urbaine. Faut-il revoir la taxe sur les logements vacants? Il faut aussi sauvegarder le budget de l'Agence nationale de l'habitat, car il ne faut pas oublier que 80% des logements qui sont construits en 2050 sont déjà là. Parmi eux, il y a des logements vacants, il faut les reconquérir. Et sinon, il y a des logements qui sont occupés aujourd'hui, mais qui pourraient devenir vacants parce qu'ils ne pourraient plus être loués comme passoires énergétiques ou revendus sur le marché.
Une dernière question, vous avez évoqué tout à l'heure le ZAN. Beaucoup de maires estiment et constatent que ces règles entrent en contradiction avec la nécessité de produire du logement. Est-ce que la future loi Trace, enfin la proposition de loi Trace qui a été élaborée et qui est en cours d'examen, là aussi est susceptible de débloquer un peu les choses? Oui, on voit bien que l'application stricte de la loi ZAN conduit à des contradictions sur certains territoires, notamment sur les zones tendues. Il faut, à l'échelle des EPCI ou des schémas de cohérence territoriale, apporter de la souplesse sans remettre en cause, à mon sens, l'objectif de moins construire pour laisser aux générations futures des espaces de respiration, prendre en compte le développement durable, mais laisser au territoire, Scott, je le dis, ou PLUI, matière à s'adapter localement à la réalité des territoires. Puis je crois qu'il faut aussi créer de la nouvelle richesse dans les mains des élus. Quand on rend un terrain constructible, on enrichit. On enrichit qui? Le propriétaire, lorsqu'il revend ce terrain, ça lui permet d'avoir une plus-value. Il faudrait qu'il y ait un équilibre sur la redistribution de cette richesse entre le propriétaire du terrain et celui qui a créé la richesse sur ce terrain, en l'occurrence la collectivité locale.